La salle de classe bourdonnait du murmure habituel d'un mardi matin, une symphonie de chaises qui grincent et de pages tournées. Monsieur Dubois, le professeur de littérature, se tenait devant son estrade, un homme dont l'assurance confinait à l'arrogance. Ses yeux balayaient la pièce, s'arrêtant avec un mépris à peine voilé sur Léo, un garçon assis près de la fenêtre. Léo était nouveau, silencieux, et portait des vêtements qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Aujourd'hui, l'attention de Monsieur Dubois se porta sur les chaussures de Léo, usées jusqu'à la corde, un petit trou béant près du gros orteil. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres du professeur, et il sentit une occasion cruelle de se divertir aux dépens de l'enfant, un divertissement qu'il jugeait mérité pour quiconque osait afficher une telle pauvreté dans son temple du savoir. Il ajusta ses lunettes, le plan se formant déjà dans son esprit. « Léo », commença Monsieur Dubois, sa voix tranchante coupant net le brouhaha des élèves. Tous les regards se tournèrent vers le garçon, qui sursauta, surpris d'être ainsi interpellé. Il leva lentement les yeux, son visage une toile d'inquiétude. « Approchez, Léo. Venez donc nous faire profiter de votre sagesse. » Le sarcasme était épais, palpable. Léo se leva, ses mains tremblantes, essayant de cacher ses pieds sous le bureau. Le professeur insista, un geste impatient de la main l'invitant à s'avancer. Chaque pas était une torture, le sol semblant juger le bruit feutré de ses semelles fatiguées. Les ricanements commençaient à fuser parmi ses camarades, encouragés par l'attitude de l'enseignant. Le chemin jusqu'au tableau noir lui parut long d'1 kilomètre, un parcours de honte sous le regard impitoyable de 30 perdieux. Arrivé devant le tableau, Léo gardait la tête baissée, fixant le sol comme s'il pouvait y trouver un refuge. « Bien, » reprit Monsieur Dubois d'un ton faussement enjoué. « Puisque vous semblez si absorbé dans vos pensées, pourquoi ne pas nous éclairer? Écrivez-nous au tableau. » Il marqua une pause, savourant son pouvoir. « Écrivez-nous simplement votre nom de famille. Voyons si vous maîtrisez au moins cet art complexe. » L'humiliation était totale. Demander à un adolescent d'écrire son nom comme un enfant de maternelle était une flèche empoisonnée. Léo prit la craie, sa main si moite qu'elle menaçait de glisser. Le silence dans la classe était maintenant absolu, un silence lourd, presque suffocant. Chaque élève, même les plus moqueurs, sentait l'injustice de la situation, mais personne n'osait intervenir face à la tyrannie discrète du professeur. Avec une lenteur infinie, la main de Léo se mit en mouvement. Les lettres commencèrent à se former sur la surface noire, non pas avec l'écriture hésitante d'un enfant embarrassé, mais avec une calligraphie d'une élégance et d'une fluidité surprenantes. Chaque courbe était parfaite, chaque trait précis. Les élèves retinrent leur souffle, fascinés par ce talent inattendu. Le nom s'étalait en lettres majestueuses, Valrius. Un nom peu commun, presque aristocratique, qui contrastait violemment avec l'apparence humble du garçon. Monsieur Dubois, qui s'attendait à une graphie maladroite, fronça les sourcils. Une pointe d'agacement le saisit. Ce n'était pas le déroulement qu'il avait prévu. Le garçon aurait dû être brisé, pas révéler une compétence cachée. Il s'approcha pour mieux voir, l'incrédulité commençant à poindre dans son esprit. Monsieur Dubois fixa le nom, Valrius. Le mot résonnait dans sa mémoire, tirant sur un fil presque oublié. Il avait lu ce nom quelque part récemment, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec une salle de classe de banlieue. C'était dans une revue littéraire prestigieuse, un article faisant l'éloge d'un jeune prodige, un poète anonyme qui avait remporté le plus grand concours de poésie du pays sous ce pseudonyme. Un génie dont les critiques disaient qu'il redéfinissait la langue française. Le professeur sentit une sueur froide perler sur son front. Non, c'était impossible. Ce ne pouvait pas être ce garçon, cet enfant en haillons, ce gamin silencieux et timoré. C'était une coïncidence, une simple et absurde coïncidence. Pourtant, son cœur battait la chamade, une peur terrible commençant à l'envahir. Il sortit son téléphone de sa poche, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'il tapait le nom dans le moteur de recherche. Les résultats s'affichèrent instantanément, confirmant sa plus grande crainte. Valrius, lauréat du prix Apollinaire Jeunesse. Des articles, des interviews, des éloges unanimes. Il cliqua sur une image, celle d'une silhouette dans l'ombre recevant le prix, mais la description mentionnait un détail. Le jeune homme avait insisté pour rester anonyme pour pouvoir finir ses études en paix, loin du tumulte médiatique. Une phrase d'un critique lui sauta aux yeux. Son talent est un phare dans la nuit, un esprit brillant caché dans l'ombre par choix. L'ombre. Le silence. La discrétion. Tout correspondait. Le téléphone glissa presque de ses mains moites, la réalité le frappant avec la force d'un coup de poing. Il avait humilié un génie. Le visage de Monsieur Dubois passa par toutes les couleurs. La rougeur de la colère fit place à la pâleur de la honte, puis au gris de la réalisation. Il releva les yeux vers Léo, qui se tenait toujours là, stoïque,
la craie à la main, le regardant maintenant droit dans les yeux. Il n'y avait pas de triomphe dans le regard de Léo, pas de colère, seulement une tristesse infinie, une profonde déception. C'était pire que n'importe quel reproche. Le professeur comprit à cet instant la portée de sa cruauté. Il n'avait pas seulement attaqué un élève, il avait profané ce qu'il prétendait chérir le plus au monde, le talent littéraire pur. Il se sentit petit, misérable, indigne de sa profession. La classe entière observait la scène, le silence tendu ayant laissé place à une stupeur collective. Le professeur ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Que pouvait-il dire? Pardon semblait si dérisoire, si vide de sens. Il avait brisé quelque chose, pas seulement en Léo, mais en lui-même. Il avait trahi sa mission d'éducateur, qui était de construire, pas de détruire. Il voyait maintenant la force tranquille de Léo, non pas comme une faiblesse, mais comme une armure. Une armure contre un monde qui, trop souvent, juge sur les apparences, sur des chaussures trouées plutôt que sur la richesse de l'âme. La sonnerie retentit, stridente, libérant les élèves de leur transe. Personne ne bougea. Ils attendaient tous, regardant leur professeur, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Léo posa doucement la craie sur le rebord du tableau, le petit bruit résonnant dans le silence absolu. Il se tourna et, sans un regard de plus pour le professeur brisé, retourna à sa place avec la même dignité silencieuse qu'il avait toujours eue. Il n'avait rien dit, mais sa victoire était totale. Monsieur Dubois resta seul devant le tableau, fixant le nom magnifiquement écrit « Valrius ». Ce n'était plus seulement un nom, c'était un verdict. Le verdict de sa propre faillite morale. Il savait que ce moment le hanterait pour le reste de ses jours, le rappel constant et douloureux qu'un trésor peut se cacher dans l'endroit le plus humble, et qu'un véritable enseignant doit apprendre à regarder au-delà des chaussures trouées pour voir le génie qui se cache à l'intérieur. Le bureau de Madame Leclerc, la directrice de l'école primaire Grand Chêne, était un sanctuaire d'ordre et de discipline. Chaque dossier était aligné, chaque crayon taillé, chaque surface brillante. C'était le reflet de sa personnalité, rigide, intransigeante et prompte à juger. Ce matin-là, elle recevait Élodie, une jeune mère célibataire dont le fils, Thomas, était en grande section. Élodie était nerveuse, ses mains tordant la lanière de son s'accusé. Elle avait été convoquée pour discuter du comportement distrait de son fils. Madame Leclerc la toisa de haut en bas, notant ses vêtements simples, sa fatigue évidente. Pour la directrice, la situation était claire. Une mère dépassée, un enfant livré à lui-même. Elle commença l'entretien avec une condescendance glaciale, expliquant que l'école avait des standards et que le manque de concentration de Thomas était préjudiciable. Pendant que sa mère subissait le sermon glacial de la directrice, le petit Thomas, âgé de 6 ans, était assis sur une petite chaise dans un coin du bureau. On lui avait donné une feuille de papier et des crayons de couleur pour l'occuper. Il était silencieux, absorbé par sa tâche, semblant imperméable à la tension qui emplissait la pièce. Élodie essayait de défendre son fils, expliquant qu'il traversait une période difficile, mais ses mots se heurtaient au mur d'indifférence de Madame Leclerc. « Madame, nous avons tous nos problèmes », répliqua sèchement la directrice. « Cela ne doit pas pour autant affecter l'éducation de nos enfants. Peut-être devriez-vous revoir vos priorités. » La remarque était une gifle. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala, refusant de donner cette satisfaction à la femme en face d'elle. Elle serra les poings, le cœur lourd d'injustice. L'entretien touchait à sa fin, laissant Élodie avec un sentiment d'impuissance et de honte. Madame Leclerc se leva, signifiant que la conversation était terminée. « J'espère que nous nous sommes bien comprises », dit-elle en guise de conclusion, sans même offrir une poignée de main. C'est à ce moment que Thomas se leva à son tour. Il s'approcha timidement du grand bureau, son dessin tenu précieusement entre ses petites mains. « C'est pour vous », murmura-t-il en le tendant à la directrice. Madame Leclerc le prit avec une exaspération à peine contenue, s'attendant à un gribouillis enfantin sans intérêt. Elle s'apprêtait à le poser sur un coin de son bureau sans y prêter attention, mais quelque chose dans le regard intense de l'enfant la fit hésiter. Elle jeta un coup d'œil à la feuille. Le dessin était étonnamment détaillé pour un enfant de son âge. Il représentait 2 femmes se tenant la main dans un champ de tournesol. L'une des femmes était sans équivoque Madame Leclerc, reconnaissable à son chignon sévère et à ses lunettes pointues. L'autre femme, cependant, fit s'arrêter le cœur de la directrice. Elle avait des cheveux longs et bouclés, un sourire radieux et une petite tache de naissance en forme de cœur sur la joue. Madame Leclerc sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était sa sœur cadette, Clara, disparue depuis plus de 20 ans après une dispute familiale dévastatrice. Elle n'avait plus jamais eu de nouvelles, malgré des années de recherche. La ressemblance était si frappante, si parfaite, que ce ne pouvait être une coïncidence.
Comment ce petit garçon pouvait-il connaître ce visage? Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le dessin. Elle le retourna, espérant, priant pour y trouver une explication. Au dos, écrit avec l'application d'un enfant, il y avait quelques mots, maman et Tati Clara. Maman. Le mot frappa son esprit comme un éclair. Elle releva brusquement la tête vers Élodie, la regardant pour la première fois non plus comme une mère défaillante, mais comme une énigme. Élodie, qui observait la scène, semblait tout aussi confuse par la réaction de la directrice. Elle vit le visage de Madame Leclerc se décomposer, sa mâchoire se serrer. « Où avez-vous connu cette femme ?» balbutia la directrice, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air, en montrant le portrait de Clara sur le dessin. L'arrogance avait disparu, remplacée par une vulnérabilité brute et douloureuse. Élodie fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Quelle femme ! Je ne connais personne qui lui ressemble. C'est juste un dessin de Thomas. » Mais en regardant de plus près le visage de la femme dessinée, une lueur de reconnaissance traversa ses yeux. Elle sortit de son portefeuille une vieille photo cornée, la seule qu'elle possédait de sa propre mère, décédée quand elle était bébé. Elle la posa sur le bureau, à côté du dessin. C'était la même femme. La même. Le même sourire, les mêmes cheveux, la même tache de naissance. Élodie avait été adoptée et n'avait jamais connu sa famille biologique. Sa mère sur la photo, c'était Clara. Sa mère était la sœur disparue de la directrice. Élodie était sa nièce. Et Thomas, son petit-neveu. Le silence qui tomba dans le bureau était assourdissant, chargé de décennies de chagrin, de regrets et de questions sans réponse. Madame Leclerc s'effondra sur sa chaise, les larmes coulant sans retenue sur ses joues. Toute sa façade de dureté s'était volatilisée, laissant place à une femme brisée par le deuil et maintenant submergée par un choc miraculeux. Elle regarda Élodie, puis Thomas, et vit sa sœur dans leurs traits. Elle vit la famille qu'elle avait perdue et qu'elle croyait ne jamais retrouver. La cruauté dont elle avait fait preuve quelques minutes plus tôt lui revint en mémoire, la poignardant de honte. Elle avait humilié sa propre famille, son propre sang, sans le savoir. Elle avait jugé sa nièce sur son apparence, la traitant avec un mépris qu'elle ne méritait absolument pas. Le poids de sa propre arrogance l'écrasa. « Je suis tellement désolée », sanglota-t-elle, ces mots s'adressant à Élodie. « Pardonnez-moi. Je ne savais pas. » Élodie, elle aussi en état de choc, s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule de la femme en pleurs. Elle-même venait de trouver une pièce manquante de son histoire, une racine à son existence. La colère et l'humiliation qu'elle avait ressenties s'étaient transformées en une vague d'émotions complexes, de la stupeur, de la tristesse pour le passé et une lueur d'espoir pour l'avenir. Le petit Thomas, au centre de ce tourbillon, regardait les deux femmes, et pour la première fois, il sourit. Son dessin n'était pas juste un dessin. C'était un pont, un lien invisible qui avait traversé les années pour réunir une famille brisée par le temps et la tragédie. Ce jour-là, le bureau de Madame Leclerc cessa d'être un lieu de jugement pour devenir un lieu de retrouvailles. La directrice rigide apprit la leçon la plus dure de sa vie, celle de l'humilité. Elle comprit que derrière chaque visage, chaque histoire, il y a des profondeurs insoupçonnées, des liens qui nous unissent de manière mystérieuse. Le dessin de Thomas fut encadré et placé sur son bureau, non plus comme un gribouillis d'enfant, mais comme le symbole sacré d'un miracle. Il lui rappellerait à jamais que l'amour et la famille peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, et qu'un peu d'empathie peut changer le cours d'une vie, ou dans son cas, réunir ce qui avait été perdu depuis si longtemps. Dans les couloirs sacrés de l'université de la Sorbonne, où les esprits les plus brillants de France venaient affûter leur intellect, travaillait un homme que personne ne voyait vraiment. Il s'appelait Arthur. Âgé d'une 60aine d'années, il était le concierge du département de mathématiques. Chaque jour, il se déplaçait comme une ombre, balayant les sols, vidant les poubelles, effaçant les tableaux noirs couverts de formules complexes qu'il ne semblait même pas remarquer. Les étudiants passaient à côté de lui sans un regard, les professeurs lui adressaient un vague signe de tête tout au plus. Arthur était un meuble, une partie du décor. Son silence était sa cape d'invisibilité. Personne ne connaissait son histoire, personne ne lui posait de questions. Il était simplement le concierge, une présence fonctionnelle et muette dans un monde d'éloquence et de génie. Au sein de ce département régnait le professeur Édouard Lagrange, une sommité dans le domaine de la théorie des nombres, mais aussi un homme d'un orgueil démesuré. Il aimait les défis, surtout ceux qui mettaient en valeur sa propre intelligence. Un jour, pour stimuler ses étudiants et, secrètement, pour réaffirmer sa supériorité, il écrivit une équation sur le grand tableau noir du hall principal. Ce n'était pas n'importe quelle équation. C'était un problème qui avait résisté aux plus grands mathématiciens pendant des décennies. En dessous, il ajouta une note arrogante, prix de 10 000 € à celui ou celle qui résoudra ceci. Je ne m'attends pas à devoir signer le chèque de sitôt.
Le défi était lancé, et il devint le centre de toutes les conversations. Les étudiants les plus doués, les chercheurs et même les professeurs des autres départements s'y essayèrent. Les jours se transformèrent en semaines. Le tableau noir devint un champ de bataille intellectuelle, couvert de tentatives, d'hypothèses et de calculs qui finissaient tous dans une impasse. Des nuits blanches furent passées, des litres de café consommés, mais l'équation restait invaincue, moqueuse dans sa complexité. Le professeur Lagrange jubilait intérieurement, son ego flatté par chaque échec. Chaque soir, après que les lumières se soient éteintes et que le silence soit retombé, Arthur entrait dans le hall avec son chariot de nettoyage. Il s'arrêtait un instant devant le tableau, ses yeux calmes parcourant les gribouillis frénétiques. Il voyait la frustration, la confusion, l'ambition brisée. Il soupirait doucement, passait son chiffon sur les tables, vidait les poubelles remplies de papier couverts de chiffres, puis continuait sa ronde, silencieux comme toujours. Pourtant, quelque chose avait changé. Chaque soir, Arthur passait un peu plus de temps devant le tableau. Il ne touchait à rien, il ne faisait que regarder. Ses yeux, que tout le monde pensait ternes et vides, brillaient d'une lueur intense. Il semblait lire non pas des chiffres, mais une histoire, une conversation secrète entre les nombres. Une nuit, alors que l'université était complètement déserte, il posa son balai. Il s'approcha du tableau, prit un morceau de craie, après une longue hésitation, commença à écrire. Sa main, habituée au manche du balai, se déplaçait sur la surface noire avec une assurance et une grâce déconcertantes. Il n'écrivait pas des tentatives désordonnées, mais une démonstration fluide, une progression logique et élégante. Chaque ligne découlait de la précédente dans une harmonie parfaite, comme un musicien composant une symphonie. Le lendemain matin, l'agitation habituelle du hall fut remplacée par un silence stupéfait. Un petit groupe d'étudiants matinaux s'était rassemblé devant le tableau, les yeux écarquillés. L'équation, l'imprenable forteresse, avait été résolue. Mais ce n'était pas seulement la solution qui était là. C'était une démonstration d'une beauté et d'une simplicité à couper le souffle, utilisant une approche que personne n'avait envisagée. Le professeur Lagrange arriva, un sourire suffisant aux lèvres, prêt à se moquer des nouvelles tentatives nocturnes. Mais son sourire s'effaça lorsqu'il vit la solution. Il s'approcha, le cœur battant, vérifiant chaque étape. C'était correct. Non seulement c'était correct, mais c'était brillant. C'était l'œuvre d'un maître. Une fureur jalouse le saisit. Qui avait osé? Quel rival avait osé le défier ainsi? Qui a fait ça? Hurla-t-il dans le hall, sa voix résonnant contre les murs. Personne ne répondit. Les étudiants étaient trop abasourdis. Furieux, Lagrange se précipita vers le bureau de la sécurité pour exiger de voir les enregistrements des caméras de surveillance de la nuit. Le gardien, perplexe, fit défiler les images. Ils virent le hall se vider, les dernières lumières s'éteindre. Puis, une silhouette familière entra dans le champ. C'était Arthur, le concierge. Il posa son balai, s'approcha du tableau et, pendant près d'une heure, écrivit sans s'arrêter. Le professeur Lagrange regarda la vidéo, incapable de croire ce qu'il voyait. L'homme qu'il ignorait depuis des années, l'homme qu'il considérait comme à peine plus intelligent que son balai, était un génie mathématique. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'université. Quand Arthur arriva pour son service ce jour-là, il ne fut pas accueilli par l'indifférence habituelle, mais par une foule d'étudiants et de professeurs qui l'attendaient, applaudissant à tout rompre. Il fut déconcerté, mal à l'aise sous les feux des projecteurs. Le professeur Lagrange se fraya un chemin à travers la foule, le visage décomposé par la honte. Il se tint devant Arthur, le chèque de 10 000 € à la main. « C'est à vous, » dit-il, la voix tremblante. Arthur regarda le chèque, puis le professeur, et secoua doucement la tête. Il ne voulait pas de l'argent. Ce n'était pas pour ça qu'il l'avait fait. Il avait simplement vu un problème qui demandait à être résolu, une beauté qui demandait à être révélée. Plus tard, dans le bureau du doyen, l'histoire d'Arthur fut enfin racontée. Il avait été un jeune prodige des mathématiques en Pologne, destiné à une brillante carrière universitaire. Mais la guerre et l'invasion soviétique avaient détruit sa vie. Sa famille avait été persécutée, ses études interrompues. Il avait fui, perdu tous ses papiers, et avait passé le reste de sa vie à faire des petits boulots pour survivre, son passé enfermé en lui comme un secret douloureux. Il avait trouvé un refuge dans le silence et l'anonymat, le monde des mathématiques devenant son jardin secret, un sanctuaire intérieur où personne ne pouvait le blesser. Il avait choisi de se cacher à la vue de tous, dans le seul endroit où il se sentait encore chez lui, une université. L'université offrit à Arthur un poste de chercheur honoraire, qu'il accepta avec une humilité touchante. Il n'abandonna jamais complètement son ancienne vie, gardant une routine simple, mais il commença à donner des conférences qui devinrent légendaires. Sa sagesse n'était pas seulement mathématique,
Elle était humaine. Il enseigna aux étudiants que le génie n'a pas de visage, pas de statut social, et qu'il peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Le professeur Lagrange, quant à lui, fut profondément transformé par cette leçon d'humilité. Il apprit à regarder au-delà des apparences, à voir la valeur en chaque personne. Et le grand tableau noir du hall resta un mémorial, non pas à une équation impossible, mais à l'homme silencieux qui avait rappelé à tout un monde de savants que la plus grande sagesse commence par ne jamais sous-estimer personne. Le terrain de football était un champ de boue et de sueur, le seul exutoire pour les jeunes d'un quartier oublié par la prospérité. C'est là que Ryan, un adolescent de 17 ans au talent brut et à la vitesse foudroyante, passait toutes ses journées. Il rêvait de devenir professionnel, de s'échapper, d'offrir une vie meilleure à sa famille. Mais son rêve se heurtait constamment à un mur, son coach, M. Morel. Morel était un homme dur, usé par la vie, dont les encouragements ressemblaient à des insultes. Il poussait Ryan plus que n'importe qui d'autre, le soumettant à des exercices éreintants, critiquant la moindre de ses erreurs avec une cruauté qui dépassait la simple discipline. « Plus vite, Ryan. Tes jambes sont en coton, tu ne seras jamais rien si tu continues comme ça. » hurlait-il, son visage tordu par une colère que personne ne comprenait. Ryan endurait. Il serrait les dents et courait plus vite, frappait plus fort, ignorant les railleries de ses coéquipiers qui prenaient plaisir à voir le favori se faire descendre. Il pensait que c'était un test, que le coach voyait son potentiel et voulait forger son caractère. Mais les mots de Morel étaient des lames qui s'enfonçaient profondément. « Tu manques de hargne, gamin. Tu as le talent, mais pas le cœur. Tu abandonneras au premier obstacle, comme tous les autres. » Cette dernière phrase revenait sans cesse, chargée d'un venin particulier. Ryan ne comprenait pas cette animosité personnelle. Il faisait tout ce qu'on lui demandait, il était le meilleur buteur de l'équipe, mais pour Morel, ce n'était jamais assez. Il y avait une ombre dans le regard du coach quand il le regardait, une ombre de douleur et de ressentiment qui rendait sa dureté encore plus déroutante. Un samedi après-midi, après un entraînement particulièrement brutal, Morel demanda à Ryan de rester pour nettoyer le vieux vestiaire, une sorte de punition pour une passe manquée. Alors que Ryan rangeait de vieilles caisses poussiéreuses dans un placard oublié, une boîte en métal rouillée tomba d'une étagère. Elle s'ouvrit en heurtant le sol, répandant son contenu, de vieilles médailles ternies, des coupures de journaux jaunis et une pile de photos. Curieux, Ryan s'accroupit et commença à regarder les clichés. C'étaient des photos de l'équipe du club, mais datant d'il y a au moins 20 ans. Il reconnut un monsieur Morel beaucoup plus jeune, souriant, l'air plein d'espoir, entouré de jeunes joueurs. Il semblait être une personne complètement différente, légère et heureuse. Son regard fut attiré par une photo en particulier. C'était une photo de l'équipe, fièrement alignée. Au centre, tenant le trophée, se tenait le jeune coach Morel. Et à côté de lui, un joueur lui fit retenir son souffle. Le garçon avait un sourire éclatant, des yeux pétillants de malice, exactement le même visage que Ryan. Ce n'était pas juste une ressemblance, c'était comme se regarder dans un miroir à travers le temps. Ryan sentit un frisson le parcourir. Il retourna la photo. Au dos, des noms étaient écrits. À côté du visage souriant du coach, il y avait « Coach Morel ». Et à côté du garçon qui était son sosie, un seul nom, Karim. Kareem. C'était le nom de son frère aîné, mort dans un accident de voiture bien avant la naissance de Ryan. Un frère qu'il n'avait jamais connu, mais dont sa mère parlait avec une tristesse infinie. Ryan resta figé, la photo tremblant dans sa main. Il avait toujours su que son frère était un joueur de football prometteur, la fierté de la famille. Mais il n'avait jamais fait le lien avec ce club, avec ce coach. Monsieur Morel avait entraîné son frère. Le frère dont on disait qu'il était sur le point de signer un contrat professionnel avant que sa vie ne soit fauchée. La dureté du coach, sa colère, ses mots sur l'abandon, prirent soudain un sens nouveau et terrible. Morel ne le voyait pas, lui, Ryan. Il voyait le fantôme de son frère, un rappel constant et douloureux de ce qui aurait pu être. Chaque course, chaque but, chaque dribble de Ryan était un écho du passé. Une torture pour l'homme qui avait mis tous ses espoirs dans un jeune prodige des années auparavant. Juste à ce moment-là, Morel entra dans le vestiaire, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fabriques » commença-t-il d'un ton sec, avant de voir la boîte ouverte et la photo dans la main de Ryan. Le visage du coach se décomposa. Il devint livide, comme s'il avait vu un fantôme. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur la photo, puis sur le visage de Ryan. Pour la première fois, il ne semblait plus voir un joueur décevant, mais deux visages superposés, deux destins liés par la tragédie. « Kareem » murmura-t-il, sa voix brisée par une émotion brute. C'était la première fois que Ryan l'entendait prononcer ce nom. Le mur de colère du coach s'effondra,
révélant un abîme de chagrin et de culpabilité. Morel s'assit lourdement sur un banc, la tête entre les mains. Il raconta alors l'histoire. Karim était plus qu'un joueur pour lui. C'était comme son propre fils. Il était le talent le plus pur qu'il ait jamais vu. La veille du jour où il devait signer son contrat, il y avait une fête. Morel s'en voulait terriblement. Il aurait dû être plus strict, il aurait dû le garder sous son aile. L'accident avait tout anéanti. Le coach ne s'en était jamais remis. Il avait continué à entraîner, mais la joie avait disparu, remplacée par une amertume et une peur constante. Quand Ryan avait rejoint l'équipe des années plus tard, la ressemblance l'avait frappé comme un coup de poignard. Il avait essayé de l'ignorer, mais c'était impossible. Sa dureté envers Ryan était une tentative désespérée et tordue de le protéger, de le pousser à ne pas commettre les mêmes erreurs, mais c'était aussi une manifestation de sa propre douleur refoulée. Ryan écoutait, le cœur serré. La colère qu'il avait nourrie envers son coach s'évapora, remplacée par une immense compassion. Il comprenait maintenant que la cruauté de Morel n'était que le reflet de son propre cœur brisé. Il s'assit à côté de l'homme qui pleurait silencieusement. « Ce n'était pas de votre faute », dit doucement Ryan. « Ma mère dit toujours qu'il était plein de vie et qu'il aimait prendre des risques. » Ces simples mots semblèrent libérer quelque chose chez Morel. Il releva la tête, ses yeux rougis rencontrant ceux de Ryan. Pour la première fois, il voyait le jeune homme pour ce qu'il était, non pas le fantôme de son frère, mais un garçon talentueux avec ses propres rêves, portant le lourd héritage d'un passé qu'il n'avait même pas connu. Ce jour-là, dans la pénombre du vestiaire, un pacte silencieux fut scellé. La relation entre le coach et le joueur changea radicalement. La dureté de Morel se transforma en un mentorat authentique, sa colère en une protection féroce. Il continua de pousser Ryan, mais avec des mots d'encouragement, partageant des souvenirs de Karim, non plus comme un fantôme douloureux, mais comme une source d'inspiration. Ryan, de son côté, jouait avec une nouvelle détermination. Il ne jouait plus seulement pour lui-même, mais pour honorer la mémoire de son frère et pour l'homme qui avait tant cru en lui. Ensemble, ils trouvèrent une forme de guérison, transformant la tragédie du passé en une force pour l'avenir, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent commencer à se refermer grâce à la vérité et au pardon. Le café « L'Aurore » était un carrefour animé au cœur du quartier des affaires. Chaque matin, des hommes et des femmes en costumes coûteux s'y pressaient pour leur dose de caféine. Derrière le comptoir, au milieu du bruit des machines à expresso et des ordres aboyés, se tenait Mia. Jeune, le visage marqué par la fatigue, elle bougeait avec une efficacité mécanique, servant les cafés, encaissant l'argent, un sourire forcé collé aux lèvres. Mais si l'on regardait attentivement, on pouvait voir la lueur de larmes non versées dans ses yeux. Elle pleurait à l'intérieur, un chagrin silencieux et constant qui menaçait de la submerger à chaque instant. Elle venait de perdre son logement et dormait sur le canapé d'une amie, se battant pour joindre les deux bouts tout en envoyant de l'argent à sa mère malade. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer. Parmi les clients réguliers se trouvait M. Durand, le PDG d'une grande société d'investissement dont les bureaux se trouvaient juste en face. C'était un homme imposant, dans la cinquantaine, dont l'aura de pouvoir et d'impatience précédait chacun de ses gestes. Il ne disait jamais bonjour, aboyait sa commande, un double expresso, sans sucre, et dépêchez-vous, et tapait du pied en attendant. Il ne voyait jamais Mia. Pour lui, elle n'était qu'une fonction, une paire de mains anonymes destinées à satisfaire son besoin immédiat. Il ne remarquait ni sa jeunesse, ni sa tristesse, ni l'épuisement dans ses traits. Elle était aussi invisible pour lui que la machine à café elle-même, une simple commodité dans son monde pressé et égocentrique. Ce matin-là, la pression était particulièrement forte. Le café était bondé, les commandes s'accumulaient. Mia avait reçu un appel de l'hôpital juste avant son service. L'état de sa mère s'était aggravé. Elle luttait pour garder son calme, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle préparait les boissons. Monsieur Durand arriva, plus impatient que jamais. Il avait une réunion cruciale et chaque seconde comptait. Il aboya sa commande habituelle. Dans sa hâte et son trouble, Mia se trompa et lui prépara un café au lait. Quand elle le lui tendit, Durand explosa. « J'ai demandé un expresso. C'est si compliqué à comprendre. Vous êtes payé pour faire quoi, exactement ?» Sa voix était forte, méprisante, attirant l'attention des autres clients. Mia sentit son visage s'empourprer de honte, les larmes qu'elle retenait si fort menaçant de déborder. « Je suis désolé, monsieur. Je vais vous le refaire tout de suite, » balbutia-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Durand n'était pas satisfait. Sa colère, alimentée par le stress, cherchait un exutoire. « Incompetent. Je veux parler à votre responsable. Quel est votre nom ?» exigea-t-il en se penchant par-dessus le comptoir pour lire le petit badge en plastique épinglé sur son tablier. Ses yeux se plissèrent pour déchiffrer le nom.
Et puis, il le lut. MIADURAND. Le monde de l'homme d'affaires s'arrêta brusquement. Le bruit du café, la colère, la réunion imminente, tout disparut. Il ne restait que ce nom. Son nom. Et ce visage. Le visage d'une jeune femme qu'il essayait d'oublier depuis 5 ans. Le souffle coupé, il releva les yeux vers elle, la regardant vraiment pour la première fois. Il vit les yeux de sa défunte épouse, la forme du menton de sa propre mère. C'était elle. Sa fille. Mia. La fille qu'il avait reniée après une dispute terrible. Elle avait voulu devenir artiste, pas avocate comme il l'exigeait. Les mots avaient été durs, irréparables. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Sinon, la porte est là. Elle avait franchi cette porte et il ne l'avait jamais revue. Il l'avait cherchée au début, puis son orgueil avait pris le dessus. Il s'était convaincu qu'elle reviendrait en rampant. Mais les années avaient passé, et son silence était devenu un gouffre de culpabilité qu'il cachait sous des couches de travail et de colère. Monsieur Durand chancela, s'agrippant au comptoir pour ne pas tomber. Sa couleur de peau vira au cireux. Mia. Le nom sortit de ses lèvres comme un murmure rauque, plein d'incrédulité et de douleur. La jeune femme le regarda, surprise par le changement soudain de son ton. Elle vit la reconnaissance dans ses yeux, et son propre cœur s'arrêta. Cet homme, ce client arrogant et cruel qui la traitait comme une moins que rien, c'était son père. Le père qui l'avait mise à la porte sans un regard en arrière. La colère et le chagrin qu'elle avait réprimés pendant des années remontèrent en une vague violente. Papa? Le mot était à la fois une question et une accusation. Tous les clients les regardaient maintenant, témoins silencieux de ces retrouvailles impossibles et déchirantes. Les larmes que Mia avait si vaillamment contenues se mirent à couler. Mais ce n'était plus seulement des larmes de tristesse pour sa situation actuelle. C'étaient des larmes pour 5 années de solitude, de lutte, de sentiment d'abandon. Monsieur Durand, le grand PDG, l'homme qui faisait trembler des conseils d'administration, s'effondra. Il se mit à pleurer, là, au milieu du café, sans se soucier des regards. Des sanglots profonds et rauques secouaient son corps massif. Il pleurait pour sa fille, pour le temps perdu, pour sa propre stupidité, pour sa solitude. Il avait tout l'argent du monde, mais il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Il avait humilié sa propre chair, son propre sang, sans même la reconnaître. Sans un mot, il contourna le comptoir, écarta les clients stupéfaits et prit sa fille dans ses bras. Il la serra si fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Pardonne-moi, mon bébé. Pardonne-moi », répétait-il encore et encore, son visage enfoui dans ses cheveux. Mia, après un moment d'hésitation, lui rendit son étreinte, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Toute la colère, toute la douleur, se dissolvaient dans ce contact retrouvé. Il n'était plus un PDG et une serveuse, un père et une fille en conflit. Il n'était que 2 âmes perdues qui venaient de se retrouver. La guérison serait longue, les cicatrices profondes, mais en cet instant, dans ce café bruyant, un premier pas venait d'être fait. Ce jour-là, Monsieur Durand ne se rendit pas à sa réunion. Il quitta le café main dans la main avec sa fille, laissant derrière lui une tasse de café au lait froid et une assemblée de témoins émus. Il apprit la vérité sur la maladie de sa mère, sa femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer en secret, et il jura de tout réparer. Il comprit que le pouvoir et la richesse ne signifiaient rien face au lien du cœur. Et il ne regarda plus jamais un employé de service de la même manière. Il avait appris, de la manière la plus dure qui soit, qu'il fallait toujours regarder le nom sur le badge, car derrière chaque anonyme se cache une histoire, et parfois, cette histoire est la vôtre. La salle d'audience numéro 3 du palais de justice était un lieu intimidant, tout en boiserie sombre et en silence pesant. Elle était le domaine du juge de la Croix, un homme au sommet de sa carrière, réputé pour son intellect brillant, mais aussi pour son impatience et son tempérament cassant. Il ne souffrait pas la stupidité et méprisait la faiblesse sous toutes ses formes. Ce matin-là, un nouveau cas était présenté. Une famille de locataires expulsés injustement par un promoteur immobilier au bras long. Pour les défendre, un jeune avocat commis d'office, maître Luc Vasseur. Dès que Luc se leva pour parler, un malaise palpable envahit la salle. Il bégayait. Chaque mot était une lutte, une série de départs avortés avant de finalement sortir, hésitant et tendu. Le juge de la Croix soupira avec une exaspération non dissimulée. Il regarda le jeune avocat avec un mépris glacial. Pour lui, un avocat qui ne maîtrisait pas la parole était une aberration, une insulte à la profession. L'avocat du promoteur, un ténor du barreau au sourire carnassier, eut un petit ricanement suffisant. Les jurés semblaient mal à l'aise, certains détournant le regard. Luc Vasseur sentait tous ses yeux sur lui, le poids de leur jugement l'écrasant. Il transpirait, son col de chemise semblait le serrer comme un étau.
Il savait que son bégaiement était un handicap majeur, mais sa passion pour la justice et sa conviction dans ce cas précis le poussaient à continuer, malgré l'humiliation. Il croyait en la force des faits, espérant qu'elle pourrait transcender la faiblesse de sa diction. Le procès commença, et ce fut une torture pour Luc. Chaque question qu'il posait aux témoins était un parcours du combattant. L'avocat adverse l'interrompait sans cesse, se moquant de ses hésitations. Le juge de la Croix le pressait, le coupant avec des maîtres, « Veuillez en venir aux faits. Où des pouvons-nous avancer, nous n'avons pas toute la journée. » Luc se sentait de plus en plus petit, sa confiance s'effritant à chaque nouvelle humiliation. Ses clients, la famille modeste assise derrière lui, le regardaient avec une pitié qui lui faisait encore plus mal. Il voyait leur espoir s'éteindre. L'affaire semblait perdue d'avance, non pas à cause des faits, mais parce que leur défenseur était incapable de se faire entendre, littéralement. Le juge semblait prêt à classer l'affaire, agacé par ce qu'il considérait comme une perte de temps. Alors que l'avocat du promoteur terminait sa plaidoirie, pleine de jargon juridique et de mépris pour les pauvres gens, Luc sentit le désespoir le gagner. C'était sa dernière chance. Il devait faire sa propre plaidoirie. Il se leva, les jambes flageolantes. Le juge le regarda, prêt à l'interrompre au premier balbutiement. Luc ferma les yeux un instant, respira profondément et rassembla toutes ses forces. Il pensa à la famille derrière lui, à leur confiance fragile. Il pensa à l'injustice flagrante. Et une étrange sérénité l'envahit. Il commença à parler. Le bégaiement était toujours là, mais quelque chose avait changé. Il ne luttait plus contre lui. Il l'acceptait, laissant les mots venir à leur propre rythme, chaotique mais sincère. Il parlait avec son cœur, sa voix chargée d'une émotion brute qui commençait à capter l'attention. Il décrivit la vie de la famille, leur dignité face à l'adversité, la manière dont le promoteur avait exploité une faille légale pour les jeter à la rue en plein hiver. Ces mots, bien que hachés, peignaient une image si vivante et si poignante que le silence dans la salle d'audience devint total. L'avocat adverse perdit son sourire narquois. Les jurés étaient captivés, émus. Le juge de la Croix, pour la première fois, écoutait vraiment. Il voyait au-delà de la forme, pour enfin percevoir le fond. Luc sentait qu'il avait leur attention, mais il savait qu'il lui fallait un coup de grâce, un argument juridique irréfutable pour contrer la machine bien huilée du promoteur. Il fouilla dans sa mémoire, cherchant le précédent, la jurisprudence qui pourrait tout changer. Et puis, il le trouva. Un souvenir d'une vieille affaire étudiée à l'université, une affaire presque oubliée mais fondamentale. Il fixa le juge de la Croix droit dans les yeux. Le moment était venu. Il prit une grande inspiration et, avec une clarté soudaine et miraculeuse, sans la moindre trace d'un bégaiement, une seule phrase sortit de sa bouche, puissante et résonante. Dans l'affaire État contre Dubois, la Cour a statué que la dignité humaine prime sur le vice de procédure. Le silence qui suivit fut assourdissant. La phrase flottait dans l'air, parfaite, dévastatrice. Le tribunal était gelé. L'avocat de la défense devint blême. Les jurés se regardèrent, impressionnés. Mais c'est le juge de la Croix qui eut la réaction la plus spectaculaire. Il resta pétrifié, le visage vidé de toute couleur. L'affaire État contre Dubois. C'était son affaire. C'était le premier grand cas qu'il avait plaidé en tant que jeune avocat, il y a 30 ans. Un cas qui avait défini sa carrière, où il avait passionnément défendu ce même principe contre une grande entreprise. C'était la décision qui avait fait sa réputation, une décision dont il était immensément fier mais que, avec le temps et le cynisme grandissant, il avait quelque peu oublié. Ce jeune avocat bègue, qu'il avait méprisé et humilié, venait de lui jeter sa propre philosophie, sa propre âme, en plein visage. Il venait de lui rappeler le juriste qu'il avait été, l'idéaliste qu'il avait cessé d'être. Le juge de la Croix regarda Luc Vasseur, et pour la première fois, il vit non pas un avocat faible, mais un homme d'une force et d'une intégrité immense. Un homme qui, malgré son handicap, avait une connaissance plus profonde de la justice que lui-même. La honte submergea le juge. Il avait été si prompt à juger la forme qu'il en avait oublié l'essence même de sa fonction. Il se sentit indigne de son siège, de sa robe. Il prit son marteau et, d'un coup sec qui résonna comme un coup de tonnerre, il rendit son jugement. Il donna raison à la famille de locataires, citant explicitement le précédent de l'affaire État contre Dubois et ordonnant au promoteur de payer des dommages et intérêts exemplaires. Luc Vasseur avait gagné. Il s'assit, le corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Ses clients pleuraient de joie derrière lui. Après la séance, le juge de la Croix descendit de son estrade et s'approcha de Luc, ignorant l'avocat de la partie adverse qui fulminait. Il tendit la main à Luc. « Maître, dit-il, sa voix pleine d'un respect nouveau et sincère. Vous m'avez donné aujourd'hui une leçon. Non seulement une leçon de droit, mais une leçon de courage.
Je vous remercie. Ce jour-là, Luc Vasseur ne gagna pas seulement un procès. Il gagna le respect de toute une profession et rappela à un juge cynique le véritable sens du mot justice. Il prouva que la voix la plus puissante n'est pas toujours celle qui parle le plus facilement, mais celle qui parle avec vérité, conviction et courage. Parfois, la vérité se cache à la vue de tous, masquée par des chaussures trouées, un tablier de serveuse ou un bégaiement hésitant. Nous jugeons si vite. Nous classons les gens dans des boîtes bien définies par leur apparence ou leur statut, sans jamais nous demander qui ils sont vraiment. Et si le concierge silencieux de votre bureau était un génie méconnu? Si l'élève que l'on humilie était un poète prodige? Ces histoires nous rappellent que les plus grands trésors sont souvent invisibles pour ceux qui ne regardent qu'avec leurs yeux. Elles nous mettent au défi de regarder plus profondément, de voir l'âme derrière le visage, car c'est là que résident les secrets, les tragédies et les miracles qui peuvent changer notre monde en un instant.